En 212 de notre ère, par la loi impériale dite Édit de Caracalla, tous les habitants de l'Empire, hommes, femmes, pourvu qu'ils soient libres, deviennent citoyens romains. Alors dit comme ça, l'édit de Caracalla, c'est un événement monstre. C'est une date coupante, tranchante. C'est ça une décision politique. C'est ce qui sépare un avant d'un après, qui fait un pli irrécusable dans la frise du temps. Car avant 212, dans ce territoire si vaste qu'est l'Empire romain, les populations ne sont pas égales en droit et vivent sous des régimes juridiques très divers. On distingue d'abord les libres des non-libres, les esclaves. Mais les libres sont quant à eux divisés en plusieurs statuts. Si le plus enviable est celui de citoyen romain, la grande majorité des hommes et des femmes sont des citoyens de seconde zone. Il y a les pérégrins, considérés comme des étrangers, les affranchis, ou encore les citoyens de droit latin. Or, l'empereur Caracalla impose à la citoyenneté un droit universel et égalitaire. Après 212, tous les habitants libres de l'Empire auront désormais les mêmes droits, ceux des citoyens romains. Si c'était bien un événement historique, ça s'est passé à Rome en 212 et ça a concerné tout le monde connu de l'Empire romain. Si l'édit de Caracalla était un événement historique, on pourrait le raconter. On pourrait en faire une histoire sociale au plus près de la vie de ceux qui l'a concerné. On pourrait raconter, l'histoire du caravanier de Palmyre qui, du jour au lendemain, voit son mariage garanti par le droit romain, du pasteur du Rif qui peut désormais s'engager dans la Légion romaine. J'aimerais beaucoup pouvoir vous raconter cette histoire à hauteur d'homme, une histoire sociale de l'édit de Caracalla. Mais évidemment, c'est de l'histoire ancienne, elle est séparée de nous. Et surtout, ce qui nous sépare de cette histoire, c'est le nom même de Caracalla. Car nous disons Caracalla pour désigner l'empereur, mais Caracalla ne s'appelait pas ainsi. Au début de notre histoire, la lignée glorieuse des Antonins vit ses derniers instants. Après les règnes d'Antonin le Pieux et de Marc Aurèle, c'est sous l'empereur Commode que Caracalla naît à Lyon en 188. Son nom de naissance est alors Lucius Septimius Bassianus, en référence aux deux branches de sa famille. Sa mère, Julia Domnia, est issue de la dynastie des rois prêtres d'Émèse en Syrie, et son père, Septime Sévère, est un sénateur né en Libye. En 192, Commode est assassiné. Débute alors une période de troubles et de guerre civile. En 193, le père de Caracalla, Septime Sévère, devient empereur à son tour. Or, pour mieux installer son pouvoir, Septime Sévère veut se rattacher à la mémoire prestigieuse des Antonins. Alors, il se déclare fictivement être le fils du grand Marc Aurèle. Et c'est ainsi que l'aura des Antonins illumine la nouvelle dynastie des Sévères jusqu'à son fils Caracalla, qui change de nom et devient Marcus Aurelius, en référence à Marc Aurèle, Severus pour la lignée des Sévères, et Antoninus pour se rattacher aux Antonins. Donc, Caracalla vivra désormais sous l'ombre intimidante de ce modèle politique inatteignable, celui de l'empereur philosophe Marc Aurèle. Or, les conditions concrètes d'accès au pouvoir de Caracalla vont très vite l'éloigner dramatiquement de ce modèle. On pourrait raconter cela comme un drame en 3 actes. Dans le premier acte, peu après son accession au trône, l'empereur Septime Sévère partage son pouvoir avec ses 2 fils, Caracalla et Geta. Or, Septime Sévère meurt de maladie à York, en Angleterre, en 211, et il laisse ses 2 fils face à un pouvoir vacant. C'est le cœur du 2e acte. Caracalla et Geta se détestent, et tous 2 veulent le pouvoir. Leur mère, Julia Domnia, aura beau essayer de les réconcilier, Caracalla fait assassiner son frère et devient empereur.
Et pour mieux imposer son pouvoir, troisième acte de son ascension criminelle, Caracalla déclenche une purge sanglante parmi les élites romaines. L'auteur hérodien parle de 20 000 morts dans les rues de Rome. Donc, lorsqu'il accède au pouvoir, Caracalla s'inscrit dans le portrait collectif des Césars fous de son temps. Il en a au fond toute la panoplie, hein. Il n'y a pas grand-chose qui manque. Il viole des vestales, il tue son frère, il aurait même, parce on est dans l'hyperbole des historiens, hâté la mort de son père. Et ça ne fait que commencer. La liste de ses méfaits est immense. La postérité gardera pour l'essentiel de Caracalla cette légende noire d'un tyran sanguinaire, un démon exterminateur, dira même Michelet. Et c'est cette légende noire qui a retiré à l'empereur son nom véritable pour lui affubler le sobriquet de Caracalla. Mais qu'est-ce qu'un Caracalla? Le mot désigne une pièce de vêtement, une sorte de long manteau, une chlamyde munie d'un capuchon. On le dit parfois d'origine perse, ressemblant à une cape iranienne. On le dit aussi à carreaux, à la mode gauloise. Caracalla aurait commencé à porter ce type de manteau vers 213, lors des guerres germaniques, et il l'aurait ensuite distribué à la plèbe romaine pour se faire l'ami du peuple. Ainsi, le Caracalla est à la fois un costume barbare et le symbole d'un vêtement méprisable parce que populaire. Il n'en fallait pas plus pour que l'aristocratie sénatoriale, puis les auteurs chrétiens, tout au long du IVe siècle, imposent à la postérité ce surnom de Caracalla pour disqualifier l'empereur. Mais qu'est-ce que ça dit? Quelque chose d'essentiel. C'est que, au fond, la tradition historiographique, parce que justement Caracalla a adopté toute la panoplie du tyran, pardonnez-moi l'expression, mais elle lui taille un costard avec ce sobriquet. C'est-à-dire qu'elle affuble sa mémoire d'un vêtement qui est évidemment vil, d'un vêtement indigne de la majesté impériale qu'il a souillée par ses méfaits. C'est pourquoi l'édit de Caracalla ne se nomme ainsi que pour nous, car nous avons aussi hérité de cette dénomination. Mais pour les juristes romains, tout l'enjeu était d'effacer la mémoire de Caracalla pour mieux séparer l'empereur de cet édit fondamental pour l'Empire. Ainsi, il change le nom de l'édit pour la postérité en conservant l'aura illustre des Antonins. On parlera désormais de la Constitutio Antoniniana. Toujours pour les mêmes raisons, il était inconcevable qu'une loi aussi fondamentale, aussi généreuse, puisse être souillée du nom d'un César fou. Alors au total, que reste-t-il de Caracalla? Il y a un texte mineur qui s'appelle l'abrégé d'histoire romaine, qui est rédigé vers 370 par Eutrope de Palestine, qui dit ceci: Caracalla, il construisit des termes remarquables, mais à part ça, il ne fit rien de mémorable. C'est doublement intriguant. Ça veut dire définitivement d'abord qu'on a oublié, effectivement, ou qu'on feint d'oublier qu'il est l'auteur de l'édit qui s'appelle désormais la Constitutio Antoniniana. Mais à part les termes, il ne fit rien de mémorable. À part les termes, c'est déjà quand même pas mal, les termes. Les ruines des thermes de Caracalla, encore visibles aujourd'hui, constituent sans doute le témoignage le plus monumental de la puissance des empereurs. À travers elles, on peut encore imaginer l'ampleur colossale de ce complexe thermal. Sur une surface de 11 hectares, les citoyens romains pouvaient venir se baigner dans des bains chauds et froids, consulter des ouvrages dans les bibliothèques, profiter des jardins, du gymnase. Tout cela dans des pièces gigantesques où le luxe des palais impériaux était à la disposition de tous. Plus de 1600 baigneurs pouvaient profiter des bains en même temps. Grâce au timbre des briques qui portent la date de leur cuisson, on sait que les thermes ont été construits entre 212 et 216. Ainsi, en étant strictement contemporains de l'édit octroyant la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire, ces établissements thermaux ouverts à tous
lieu propice au mélange des corps de toutes origines sociales, se donne à voir comme une sorte de double, une fiction politique dont il ne subsiste aujourd'hui que des ruines. Quel contraste, au fond, aujourd'hui, entre les termes de Caracalla qui sont si visibles dans la Rome actuelle et l'édit de Caracalla qui est si peu lisible dans la tradition historiographique. Donc, on peut poser une question toute simple. Où est-ce qu'on peut la lire, cette loi ? Où est-ce qu'on peut lire un document qui en porte la trace ? Il faut se rendre à Gießen, en Allemagne, pour aller à la rencontre du seul document qui porte la trace de l'édit de Caracalla. Il s'agit d'un papyrus qui provient probablement du site antique d'Hermopolis Magna en Égypte. Le papyrus dit Gießen 40 a été acheté en 1902 par un érudit allemand, Ernst Kornemann, qui souhaitait constituer une collection pour la bibliothèque de l'université de Gießen. Il y est aujourd'hui conservé et on peut voir combien ce document est à la fois infiniment précieux et presque ruiné du fait des outrages du temps. Il y a un contraste frappant entre l'ampleur de l'édit de Caracalla, enfin l'idée qu'on s'en fait, et ce qu'on a sous les yeux quand on va à Gießen. C'est-à-dire, évidemment, de manière solennelle et soigneuse, un papyrus entre deux plaques de verre qui est exposé comme un patrimoine de l'humanité. Mais c'est quoi ? Concrètement, c'est la copie privée de la loi impériale. Copie privée comme il a dû y en avoir des milliers. Parce que pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle soit envoyée dans les provinces, que les magistrats et administrateurs locaux puissent en prendre connaissance et la faire connaître, la promulguer. Bref, c'est une publication. Au fond, le papyrus Gießen, c'est une des publications de l'édit de Caracalla. Que peut-on lire sur le papyrus de Gießen ? Le papyrus contient 2 colonnes avec 3 textes distincts écrits en grec. Les historiens s'accordent pour dire que la colonne de droite est consacrée à une lettre d'amnistie et un ordre d'expulsion daté de 216, ce qui nous donnerait la datation approximative du document, soit 4 ans après la promulgation de l'édit. La colonne de gauche, la plus mutilée, serait la traduction de l'édit de Caracalla. C'est ainsi qu'on peut approcher de façon fragmentaire les motivations politiques de l'empereur. Car là est toute la question. Pourquoi Caracalla a-t-il décidé de donner la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire ? On peut le lire ici. Je donne à tous la citoyenneté romaine. Mais par 2 fois, le texte fait référence aux divinités romaines, aux dieux qui désormais rassembleront tous les citoyens. Or, chaque citoyen, ainsi rassemblé sous un culte commun, se doit de payer l'impôt imparti. Dès lors, on peut se poser la question, alors motivation religieuse ou motivation fiscale ? Je dirais que la différence, elle ne vaut que pour un esprit moderne qui va opposer la sincérité d'une motivation religieuse au cynisme d'une motivation fiscale. Mais pour Caracalla, augmenter le nombre de fidèles des cultes publics des dieux romains ou augmenter le nombre de contribuables de l'État impérial, c'est dans un cas comme dans l'autre accroître la majesté du peuple romain. Telle est sans doute la phrase clé du texte transmis par le papyrus Gießen, agrandir la majesté du peuple romain. Mais comment mesurer les effets concrets d'une telle décision ? L'édit de Caracalla fait-il événement ? Pour le savoir, nous nous rendons à Rome, justement, au Palais Farnèse, à l'École française de Rome, dans la bibliothèque des textes juridiques Volterra, pour y rencontrer Audrey Bertrand, spécialiste d'histoire romaine. L'octroi de la citoyenneté romaine à tous les individus libres de l'Empire était une mesure de simplification, c'est-à-dire que cela facilitait grandement les relations entre les individus, du point de vue du droit. Cela facilitait aussi le travail de l'État romain et des différents échelons de l'État pour régler les conflits entre les individus.
On peut donc aussi voir cet édit comme un outil, comme une technique d'administration efficace pour gérer la diversité de l'Empire qui perdurait quoi qu'il en soit. Et du fait de cette diversité qui demeure, il reste bien sûr des nuances. Car toute la tradition universaliste de la Rome antique se fonde sur un dedans et un dehors, sur la limite entre ceux qui intègrent le cercle de la citoyenneté romaine et ceux qui n'en sont pas dignes. Nous l'avons vu, les esclaves n'en feront jamais partie. Et le texte du papyrus Gissen pointe aussi les déditis, les anciens ennemis qui se sont rendus et qui, de fait, vivent dans l'Empire. Très minoritaires, les déditis incarnent l'exception qui confirme la règle de l'édit de Caracalla. À l'échelle de l'Empire romain, le cadre de vie premier, c'est avant tout la cité. Donc chaque habitant de l'Empire s'inscrit d'abord dans une communauté, alors qui est celle de sa famille d'abord, mais ensuite c'est le cadre civique, celui de la cité dans laquelle il habite. Et c'est à l'échelon de cette cité qu'il exerce éventuellement ses droits politiques, par exemple, en allant voter pour élire les magistrats de sa cité. Donc la citoyenneté romaine, elle ne vient pas annuler sa citoyenneté locale. Elle s'ajoute en quelque sorte à sa première appartenance, qui est avant tout une cité. Et c'est à travers la trace infime de quelques vies singulières que l'on peut saisir ce qui change vraiment dans l'existence des individus. Voici une preuve ténue, un modeste papyrus daté de 215. C'est une reconnaissance de dette. 2 hommes doivent de l'argent à un autre pour une histoire de peau de bête. L'homme à qui on doit de l'argent s'appelle Zosime, fils de Léonidas. Mais, nous dit le document, il s'appelait ainsi avant la donation divine. Autrement dit, avant la diffusion de l'édit de Caracalla. Il porte désormais un nom romain, Aurelios Zosimos. Un simple changement onomastique et c'est l'histoire individuelle de notre édit qui s'écrit sous nos yeux. Un individu qui devient citoyen romain à partir de 212, s'il était donc pèlerin auparavant, il va pouvoir, par exemple, transmettre son patrimoine à n'importe qui. Avant, un citoyen romain ne pouvait transmettre son patrimoine qu'à un citoyen romain. Tous les mariages sont autorisés, alors qu'un mariage reconnu par le droit romain doit, en général, associer un citoyen romain à une fille de citoyen romain. On a pu parfois avoir tendance à minimiser un peu la portée de cet événement, notamment en expliquant que la citoyenneté romaine n'avait plus trop d'intérêt à cette époque, qu'elle ne servait plus à grand-chose, que les droits politiques qui y étaient attachés étaient obsolètes. Je crois qu'il faut quand même avoir bien en tête que c'est la première fois qu'une si vaste entité politique offre à l'ensemble de ses habitants un statut juridique unifié qui facilite au quotidien l'administration de ces mêmes individus. Mais si 212 marque une étape importante dans la gestion de l'Empire, est-elle une date coupante, séparant un avant d'un après ? Il y a 50 ans encore, les historiens faisaient commencer l'Antiquité tardive après le règne de Marc Aurèle, marquant pour eux la fin glorieuse du Haut Empire. L'édit de Caracalla se situait donc au début d'une longue période de déclin s'étirant jusqu'au VIe siècle de Justinien. Mais c'était sous-estimer l'ampleur des crises sociales et démographiques qui, des années 180 jusqu'en 235, affectent l'Empire. On insiste plutôt aujourd'hui sur l'importance de cette rupture de 235. Après l'assassinat d'Alexandre Sévère, le pouvoir passe au soldat Maximin le Thrace et le principe dynastique en est durablement compromis. Ainsi, dans cette nouvelle chronologie, l'édit de Caracalla se retrouve à la fin du Haut Empire, avant cette crise du IIIe siècle, et ne signe toujours pas un changement d'époque. Mais on peut considérer qu'il s'agit d'un événement de structure, une secousse, qui a eu d'autres répercussions dans le temps long. Donc, à partir de 212, il n'y a plus
sinon les esclaves, d'étrangers à l'Empire, dans l'Empire. Tout le monde est citoyen. Très bien. Mais ceux qui sont de l'autre côté du limès, les barbares, ceux qui ne sont pas dans l'Empire romain, alors comment pourraient-ils, à partir de ce moment-là, ne pas avoir envie d'y être? Comment pourraient-ils, à partir de ce moment-là, ne pas comprendre que entrer dans l'Empire, c'est intégrer la citoyenneté romaine? Car si le cercle de la citoyenneté romaine est délimité par l'édit de Caracalla, il se confond matériellement avec les frontières poreuses de l'Empire. Le limès délimite à son tour un dedans et un dehors. Or, les droits que confère la citoyenneté romaine deviennent pour beaucoup désirables. Ce que le XIXe siècle a longtemps appelé invasion barbare, et qui désormais sont plutôt envisagés comme de grands mouvements migratoires, non sans conflit, s'explique par ce désir de passer la frontière de la Romanitas pour mieux profiter de ce qu'elle offrait aussi aux individus. Et pendant ce temps-là dans le monde, il est des empires qui se renforcent, comme celui des Mayas en Amérique centrale. Dans la vallée de Mexico, Teotihuacan connaît son apogée démographique. On estime que plus de 150 000 personnes vivent à l'ombre de l'immense pyramide du serpent à plumes. En Chine, l'empire des Han, affaibli par des soulèvements populaires comme la révolte des turbans jaunes, est en revanche à son crépuscule. En 220, il se divise en 3 royaumes dont les guerres incessantes alimentent bientôt la mémoire légendaire d'une Chine poétique et combattante. Mais sur le plateau iranien, l'empire perse passe en 224 dans les mains d'une nouvelle dynastie, celle des Sassanides, qui se disent descendants du grand roi Darius, vaincu par Alexandre le Grand. C'est pourtant en grec que le roi d'Aksum, en Éthiopie, fait dresser une stèle dans le sanctuaire érythréen de Déka-Maharé. Sembroutès, puisque c'est ainsi qu'il entend désormais se faire appeler, s'y part d'une titulature impériale. On le voit, l'empire gréco-romain a encore de beaux jours devant lui pour porter haut un rêve d'universalisme. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la difficulté qu'on a à la raconter. Si la motivation de l'empereur se dérobe, si la portée de l'événement nous échappe, si on n'est même pas sûr qu'il y ait eu un événement. En tout cas, ça ne sera pas un péplum, ça ne sera pas une histoire à très grand spectacle. Et pourtant, ça remue des choses essentielles, ça remue des principes fondamentaux et des principes qui nous font toujours vibrer aujourd'hui. L'édit de Caracalla, il a été célébré par une tradition politique libérale, mais il a été aussi détesté par une autre. Les fascistes italiens haïssaient Caracalla. De Caracalla, Giorgio Almirante écrit en 1938 dans sa revue La défense de la race qu'il a précipité la décadence de l'Empire romain avec son édit, ouvrant la porte aux barbares et aux étrangers, et qui, de fait, avait empêché de maintenir la pureté de la race italienne. Et on retrouve la même détestation chez les idéologues nazis comme Alfred Rosenberg, qui fustige à son tour l'édit de Caracalla. Selon lui, l'empereur romain aurait favorisé le mélange racial avec son édit, accélérant la fin de l'Empire par une décision politique qui biffait la loi de la nature. C'est en suivant cette postérité que s'impose aujourd'hui une idéologie où se mêlent l'hostilité à l'octroi de nouveaux droits aux étrangers et la défense mortifère d'un supposé droit du sang européen. L'édit de Caracalla, on l'a compris, il met en jeu la citoyenneté, pas la nationalité. Et donc, par conséquent, on fait un contresens historique lorsqu'on traduit ce que ça met en œuvre dans notre lexique contemporain, droit du sol, droit du sang. Et c'est ce qu'on a compris dans cette histoire d'édit de Caracalla. C'est que ce qui rend la citoyenneté désirable, ce n'est pas des grandes idées générales, ce sont des droits concrets, des droits visibles, des droits tangibles,
qu'exercent les citoyens et qui sont pour eux désirables. Parce que ce qu'on doit opposer au pouvoir injuste, c'est pas la beauté morale des grands principes, c'est la réalité sociale des pratiques.